dans l'épisode précédent... Je suis pas bien réveillé encore. Eh ben mon pote, si je meurs pas ce soir, ça tient du miracle. Là, c'est vraiment l'Amérique très très profonde là. Franchement pas agréable du tout. Oh putain! I actually got hit with a 45 round in my shoulder and it shattered my shoulder. On se rend pas compte, hein, mais les rafales de vent sont effrayantes. J'ai plus de réseau là, tu veux que je fasse comment? J'espère que c'est pas les derniers instants de ma vie. Hein. Je sais même pas si on arrivera à m'entendre. Ben. Après avoir atterri en Pennsylvanie, je suis parti traverser les USA à moto en solo, avec un itinéraire pas comme les autres. Je vous explique. Je veux découvrir les vrais USA. Profonds, bruts, perdus, loin des affres de la folie citadine. Alors, j'ai pris une décision radicale. Ayant fait mes premiers voyages en France, je vais me servir des contours de l'Hexagone comme d'un véritable guide. Et mes calculs sont plutôt intéressants, car le côté Est devrait m'emmener là où je n'aurais jamais pensé me rendre, et l'Ouest, quant à lui, devrait normalement m'offrir une énorme dose de spectacle. Une fois dans le Sud, je passerai par le Nouveau-Mexique et le Texas profond, pour ensuite terminer l'aventure au cœur de la Louisiane à la Nouvelle-Orléans, temple de l'héritage français. Rendez-vous à la toute fin après 16 000 km, pour découvrir grâce à l'application Liberty Rider qui enregistre mes trajets, si j'ai réussi ou pas à tracer la France aux USA. Après avoir observé quelques secondes de loin ce qui ressemblait à la formation d'une tornade, j'essayais de rassembler mes esprits tout en restant prudent. J'espère que je vais pas toucher le cœur du truc. J'espère que ça va pas être pire quoi. Pourtant j'ai malheureusement l'impression que ça va l'être. Il est très difficile de s'en rendre compte à l'écran. Ah, les coups de vent. Mais je prenais des rafales de vent énormes venant de côté. Oh la vache! Oh la vache! Oh là 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 là. Allez hein, on va y croire. Ce soir j'arrive vivant. Autant dire qu'à moto, je suis un poids plume. Je m'efforce alors de rester concentré, les mains serrant fort mon guidon, seul garant du contrôle de ma machine. Et d'un coup, putain il fait froid, hein. Quand il y avait le soleil là, c'était bon. Putain, je voulais de l'expérience, ben j'en ai, hein. Oh la vache, il fait froid. J'ai l'impression de passer de l'été à l'hiver là. Ah la vache, ça pique. Ah, c'est l'hiver là, ça pique les mains. Hein. Il y a des remorques de camions au milieu d'un champ. Je me dis mais comment c'est arrivé là quoi? Là t'as des caravanes quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là les gens? Allez putain, faites que de l'autre côté ça se dégage. Ça a l'air. La prochaine ville est dans 36 miles. Donc je vais essayer au moins d'arriver jusque là-bas. Faut juste que j'aille dans la bonne direction. Ah, ça y ressemble. Allez. Et alors que j'étais convaincu que j'allais passer la journée entière sous cette météo pourrie... Ah là 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 là, ça se dégage en face, inespéré. Bon, j'ai pris une saucée monumentale quand même, hein. Après 45 minutes suspendues, le Montana a fini par m'offrir une véritable aquarelle. I hauled my silver battered ditch, built me an ark, go for wood and pitch, sat down by the roadside and waited on the rain. I am the hunter of invisible game. Mon environnement tout entier et les petites choses les plus insignifiantes réveillaient mon cœur que je pense bien trop souvent éteint. L'Amérique grande, profonde, celle que le cinéma montrait à l'enfant que j'étais, après toutes ces années à attendre, à rêver, je lui faisais enfin face, sur mon destrier, prêt. Mon Dieu, je pense que je ne me suis jamais autant senti à ma place. Alors que beaucoup y verraient un manque de tournant, j'y voyais moi un champ de vision ininterrompu, une porte vers l'oubli de soi. Et puis de toute façon, je n'y pouvais rien. J'avais ces longues lignes droites dans le sang. These days I spend my time
skipping through the dark, through the empires of dust. I change your name. I am the hunter of invisible game. Malheureusement, j'étais encore loin d'arriver. Et je n'imaginais pas traverser des rafales encore plus fortes. Je sais pas si on verra bien, mais ça m'écrase le visage sur le côté. Oh putain. Oh les coups de vent. Oh. J'arrive même pas à parler tellement ça me coince la bouche. C'était littéralement les vents les plus forts qu'il m'était été donné de subir. J'avais tellement mal au cervical que j'étais obligé d'appuyer dans le sens contraire pour soulager la douleur. Je sais même pas si on arrivera à m'entendre. Ah, j'ai jamais connu des rafales comme ça. Putain, faut bien tenir le guidon, hein. Wouh. Allez, on reste concentré. Ah. Now pray for yourself, friend, that you may not fall when the hour of deliverance comes on us all. Et après plusieurs heures sans réseau, sans le moindre contact, j'arrive dans la petite ville de Roundup, ça ne s'invente pas, afin de me ravitailler en essence. J'enchaînerai encore 3 heures de route, probablement les plus longues de ma vie, pour arriver aux portes de Yellowstone, le parc le plus connu de la planète. C'était hard, mais je suis arrivé. Je vais prendre possession de mon Airbnb. Et puis je vais aller mourir en paix. Franchement, c'était dur. Et il fait très très froid. Il doit faire dans les 2-3 degrés. Et j'ai très très envie de dormir. Et il n'y a personne. C'est un truc de fou comme il n'y a personne. Oh putain, oui. Oh. Mais c'est incroyable. Mais jamais je vais partir d'ici. Entre la pluie, le vent et les kilomètres, la traversée du Montana m'avait vraiment cassé en deux. Mais malgré ça et une nuit un peu courte, je ne pouvais contenir mon excitation de traverser le mythe le plus connu dans toute la planète, Yellowstone. Gotta see it to believe it. Sky never looks so blue. So hard to leave it. That's what I always do. Mais apparemment, ma batterie n'est pas tout à fait d'accord. Bon les gars, c'était un magnifique faux départ entre la douche froide des $30 à l'entrée. Bon, à la limite je peux comprendre, c'est normal. C'est un des parcs nationaux américains les plus connus sur la planète. Et la batterie de la moto qui m'a fait un petit caprice. Voilà, juste vraiment au moment d'attaquer le premier kilomètre. Mais ça y est. Je suis à Yellowstone. Yellowstone a été créé le 1er mars 1872 par le président Ulysses Grant, ce qui en fait le plus ancien parc national du monde. Rien que ça. Il s'étend sur quasiment 1 million d'hectares, soit une superficie à peine plus importante que celle de la Corse. À cheval sur 3 États dont 96% se trouvent sur le Wyoming, il y a une toute petite partie de 1% en Idaho, ce qui amène certains à considérer qu'il y existe un vide juridique permettant de commettre n'importe quel crime, une sorte de zone de la mort. Je pense que je vais éviter d'aller dans cette partie. Et je vais vérifier une anecdote.
Mais il paraît qu'il y a un énorme volcan sous-jacent ici. Et si jamais il explose, si jamais il décide d'entrer en éruption, il paraît que ça serait quasiment le continent entier qui serait rasé. Et que ça aurait des répercussions dans le monde entier. Effectivement, qualifié de supervolcan à cause de sa taille exceptionnelle, la caldeira de Yellowstone abrite un des plus grands volcans au monde. Long de 85 km, il abrite une gigantesque chambre magmatique qui, si elle venait à entrer en éruption, pourrait tout bonnement précipiter la fin de l'humanité. Selon les estimations de l'ONU, cela marquerait le début d'un terrible hiver volcanique et provoquerait une famine mondiale, ne nous laissant alors des réserves alimentaires que pour seulement 2 mois et demi. Mais rassurez-vous, sa dernière éruption sérieuse datant de 640 000 ans, il est peu probable que le monstre se réveille de sitôt. J'avoue, un petit peu de virage, ça m'avait manqué. Ah. Oh la vache! Regarde ça! C'est incroyable! Magnifique! Oh, c'est beau! On est en plus sur des couleurs automnales là. C'est parfait. C'est magnifique. Je me répète, hein, c'est ridicule, j'arrête pas de dire les mêmes choses, mais c'est vraiment magnifique. Je découvre alors un parc d'une propreté irréprochable à la beauté déconcertante. Alors ce qui me frappe au premier abord, c'est qu'à partir du moment où on entre dans le parc, on passe d'un monde à l'autre. On passe du monde des États-Unis en règle générale, que de ce que j'en ai vu est assez pollué, pas très entretenu, assez pauvre, à un endroit comme Yellowstone, où quand on passe les portes de l'entrée du parc, on a l'impression d'être dans un petit paradis, ultra bien entretenu. Je vois pas une seule ordure par terre. Et je commence à comprendre pourquoi j'ai dû me délester de 30 $ à l'entrée. Tout est balisé pour pas se perdre, pour bien ne pas faire du hors-piste. Alors c'est vraiment curieux parce que c'est typiquement américain. Ce truc vraiment, c'est 2 mondes différents. En tout cas, au premier abord, là, c'est un petit paradis, c'est magnifique. Mais franchement, hein, au premier abord, à part quelques phénomènes naturels que nous, on n'a pas, je trouve que pour le moment, la France n'a absolument pas à rougir des paysages qu'elle a. Franchement. J'ai les yeux très très grands ouverts et j'hallucine d'avoir cette chance de parcourir ces routes aux couleurs uniques. Regarde-moi ça, comme c'est canon. C'est canon. J'étais complètement immergé, absorbé par ce que je voyais. Mais enfin, ça, c'était jusque-là. Nom de Dieu! Wow! Oh putain! Oh la nature! Incroyable! Entre les loups, les oiseaux, les poissons et différents reptiles, Oh le bison! le bison est probablement l'animal le plus représentatif du coin, et avoir la chance d'en croiser un est un véritable privilège. Oui, je filmais! Oui! You know I can be found. Incroyable! Quelle nature magnifique! Ouais. Je parle comme un vieux, ok. Mais franchement, est-ce que ma joie pourrait être plus expressive? Ah, il faut être devant pour vivre l'émotion, c'est trop beau! If you can't come around,
least on the telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad. Ah là là, regarde ça! Regarde! Après un break au bord de l'eau, je prends la direction du sud pour Salt Lake City. Et le moins que l'on puisse dire est que j'ai eu droit à un coucher de soleil digne de ce nom. Please let's forget the past. Ça y est, j'ai changé d'état. J'ai quitté le Montana. Je suis dans l'Idaho. Entre les vaches, la lumière et les longs pâturages, j'étais heureux d'être là, mais pas forcément étonné de ce que je voyais. Je n'ai jamais mis les pieds ici auparavant, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir déjà connu l'Idaho. Don't want no other love. Je vais dormir pas très loin ce soir. Je suis à 2 heures, 2 bonnes heures de route. Ça devrait le faire. Et si tout va bien demain soir, je serai à Salt Lake City. Cette seconde partie du voyage s'annonce bien différente de ce que j'ai pu voir avant. Je finirai par trouver un motel dans la petite ville de Pocatello, à 2 heures de route. Malgré la séparation entre l'Église et l'État comme chez nous, ce n'est un secret pour personne, l'Amérique est particulièrement croyante. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais j'ai trouvé une Bible dans quasiment tous les motels où je suis allé. Interloqué, j'ai alors demandé à la personne du guichet pourquoi j'en trouvais si souvent. C'est en réalité l'œuvre de 3 représentants de commerce de l'État du Wisconsin, qui au début du siècle souhaitaient retrouver le livre saint dans chaque hôtel qu'ils fréquentaient. Ainsi, l'idée a germé de distribuer des millions de ces ouvrages à travers les États-Unis. Et à ce jour, près de 70% des établissements nord-américains disposent de ces Bibles. Certains hôteliers disent même que leur présence servirait de lecture ultime aux suicidaires avant le geste tragique, voire même qu'elle contribuerait à l'éviter parfois. Et bonjour à tous, nous sommes dans la ville de Pocatello. La nuit a été particulièrement non qualitative avec des gens qui ont fait du bruit dans la rue toute la nuit et mes voisins qui ont décidé de copuler à 4 heures du matin. C'est beau l'amour, c'est beau la vie, on la célèbre, mais moi j'ai pas dormi. Aujourd'hui, 2 choses. Première chose, je vais aller dans ce qui correspond à la Bretagne sur la carte de France. Je vais aller à Twin Falls. Donc c'est un endroit où il y a des, comme son nom l'indique, de très belles cascades. En tout cas, ça promet d'être très beau. On espère que ça va être à la hauteur de la réputation. Et après, j'entame une descente vers Salt Lake City. Le temps est magnifique, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Et je suis à 1289 mètres d'altitude. On n'a tellement pas l'impression d'être à cette hauteur-là. Allez, j'arrête de parler et direction Twin Falls. Je commence à avoir vraiment du mal à récupérer physiquement. Les jambes et les bras me tirent et le vent me donne parfois même des maux de tête. Mais heureusement, le beau temps semble perdurer pour mon plus grand plaisir. Bon, j'arrive dans 5 minutes à la station essence. Putain, il fait meilleur là, hein. C'est ouf comme la température a monté, c'est trop agréable. Ouais, je suis en été quoi.
L'Idaho est un état principalement montagneux qui serait, selon les historiens, habité depuis près de 14 500 ans. Une présence précoce de trappeurs franco-canadiens est visible dans les noms des villes et toponymes qui ont survécu à ce jour. Nez percé, cœur d'haleine, boise, que l'on prononce boys, ou encore paillettes. Et le moins qu'on puisse dire est que l'Idaho fait vraiment honneur aux grands espaces américains. Oh, le truc de dingue! Oh, j'en ai des frissons! Mais c'est incroyable! Le somptueux Snake River Canyon forme la limite nord de la ville, le séparant du comté de Jérôme. 3 cascades se trouvent dans les environs immédiats, dont les fameuses Twins, les Shoshone Falls, situées à environ 8 km à l'est de la ville. Le pont Périne, situé juste ici tirant son nom de la colonisation francophone, enjambe le canyon au nord de la ville et est l'une des très rares structures artificielles au monde où le base jump est légal. C'était dingue! Magnifique! Impressionnant! Allez! Là. Bon, j'ai trouvé un petit hôtel. Je suis juste à côté. Après quasiment 6 heures de route, j'arrive enfin à ma destination du jour, Salt Lake City. Oh là là. Autrement dit, la ville du lac salé. Je n'ai pas fait de rencontres vraiment intéressantes, ni même eu de véritable interaction sociale depuis le Minnesota. Eh oui, mais ça, c'était jusqu'à ce qu'un événement vienne donner un tout nouveau rythme au voyage. Eh bonsoir monsieur. On est aux US ma gueule. Bon, alors... Tu te rends compte que je suis parti de Philadelphie quand même? Alors là, je dois vous raconter. Oh aïe aïe. Vincent, que l'on voit ici, est un très bon copain. Et je l'ai déjà emmené avec moi sur un road trip en 2021. Il avait prévu de passer ses vacances aux US, et il y avait même la possibilité que l'on se croise, mais malheureusement... Comment elle est chargée? Le décès de son grand-père survenu quelques jours plus tôt est venu violemment tout bousculer. Décidé à ne plus venir, et on le comprend, je me suis dit que si j'arrivais à le motiver et lui trouver une moto, peut-être que je pourrais alors changer la donne. Et entre nous, quoi de mieux qu'un voyage à moto pour aider à panser une telle blessure? Quand tu roules beaucoup et que t'as pas vraiment de pare-brise, ça donne des trucs comme ça, une espèce de cimetière, de moucherons, de moustiques, de tout ce que tu veux. Le casque est dégueu, je l'ai pas nettoyé une seule fois depuis que je suis parti. Donc je pense que là, entre la visière, ça
le pinlock et le casque, on va faire une petite séance de nettoyage. Comme neuf. Magnifique. Et c'est reparti. Chose promise, chose due. Et on décolle chercher une bécane dans une concession à seulement quelques minutes de l'hôtel. Bon, messieurs, dames, bienvenue, bonjour, bonjour. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Je suis à Salt Lake City, où j'ai retrouvé un ami français, un très bon ami, Vincent, qui est juste derrière moi. Coucou Vincent, tu fais coucou à la caméra. Salut à tous. Voilà, il est juste là. On a réussi à lui dégoter une moto. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Il va rouler avec moi pendant une semaine. Moi, ça me change complètement mon rythme. Et ça me permet aussi de mettre un petit peu de piment dans ce que j'ai déjà vécu. Et après, je ferai la troisième partie du road trip de nouveau seul. Et voilà. Et là, on est donc à Salt Lake City. Il fait, je pense facilement 27-28. Hein, je pense qu'on est bien sur du 27-28. Easy. Et on va chercher la moto à la concession. Et voilà. Bon, on est prêt. Est-ce que tu es prêt derrière? Ah bah oui, je suis prêt. J'attends depuis un petit moment, donc allons-y. Allons-y. On va se faire plaisir. Mais on va devoir être prudent parce que son temps n'est pas illimité. Ben, Ouais. regarde à droite. T'as vu ça à flanc de colline? Oh la vache, ça te déchire. Ah, Toutes les maisons sont à flanc de colline et doivent avoir une vue. Ça doit être trop beau. S'il y a un éboulement, on fait comment? Mais il y a des assurances pour ça. Ah oui, c'est bien, ouais. Ça va pas tomber, j'ai pris une assurance. Par contre, tu vois qu'il y a quand même pas mal de gentrification. Hein. Moi, je faisais un petit tour ces derniers jours dans Salt Lake City. Ouais. Les quartiers pauvres, tu vois qu'à la place, ils remplacent ça par des appartements qu'ils appellent des flats. Donc, c'est des appartements qui font vraiment penser à des appartements européens, tant dans la conception que dans le dessin. Ouais, c'est très curieux. C'est un peu déroutant. Oui, et le problème, c'est que il y a un marquage social dur entre les pauvres et les riches. Et c'est vrai que Salt Lake City, ça se voit beaucoup aussi, malheureusement. Mais je crois que toutes les villes souffrent de ça, de cet écart qu'il y a de plus en plus, avec la middle class qui s'efface et qui soit se range derrière la low class ou la high class. Ouais. Cette middle class qui est en train de disparaître petit à petit, ou en tout cas de se raréfier, ça devient problématique. Et tu les vois, hein, tous les 100, tous les SDF, ce qu'ils appellent les homeless, tu les vois, ils sont devant les boutiques, devant les restaurants, devant les malls, tout ça, ils sont là et puis ils attendent. Ils attendent que ça, c'est pas trop ce qui se passe. On voit quand même pas mal de gens qui vivent dans leur voiture. Les gens qui vivent dans leur voiture, je crois que c'est un bon baromètre pour comprendre comment ça peut être compliqué. Elle est compliquée cette vision des États-Unis comme nous on peut avoir, européens de l'autre côté de l'Atlantique, comment on peut la concevoir. Et ouais, et malheureusement, j'ai bien peur que c'est ce qui nous guette un petit peu pour les années à venir. Ça arrive en France. Bon, ça y est, on vient de récupérer la moto. C'est donc, on va dire, point pour point la même que la mienne, juste un tout petit peu moins équipé. Parce qu'il va rouler juste entre parenthèses une semaine avec moi. Bon, comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quoi là, les premiers tours de roue aux États-Unis? Bah déjà, pour le moment, il y a un peu de trafic, donc on essaie de rester concentré.
Hein, on va essayer de pas tomber. Ouais, bon, non, ouais, déjà pas se perdre. Avant de penser au pire, déjà pas se perdre, mais c'est assez étonnant. Il y a des pick-up. Il y a des pick-up, il y a des camions, il y a de la bagnole, il y a de la belle bagnole. Et nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Au pied des montagnes. À Grenoble. Oui, ou le long des montagnes, je sais pas trop comment on peut dire, mais bonne idée. Bon, on est bien. Sans trop perdre de temps, on équipe sa moto avec ce qu'on a pu trouver dans les magasins sur place et on décolle en direction de notre première destination et pas des moindres, le mythique lac salé de Bonneville. La météo est tout bonnement splendide. On devrait avoir le temps d'observer le coucher de soleil sur le lac, alors il est temps de s'autoriser un peu d'avoir le cœur léger. Oh putain, regarde en face! Là, comme c'est ouf! C'est des espaces qui sont tellement gigantesques auxquels on n'est pas habitué que c'est difficile de se rendre compte tant qu'on les a pas fait. C'est colossal. Automatiquement, cette lumière ultra réfléchissante, ce blanc immaculé nous donnait l'impression à nous Français qu'il faisait froid. Pourtant, la température dépassait facilement les 20 degrés. Et que dire? On était sans voix, ces paysages étaient époustouflants. C'est difficile de trouver un autre mot que lunaire quand même. Hein.
Ok. Bon, ça valait le coup. De faire toutes ces bornes? Ah, c'est magnifique. Un peu, ouais. Ah, le truc de malade. Et là, on est à l'heure parfaite. Et puis finalement, la symphonie vint à nous. Le Salt Flats de Bonneville est une sommité, un mythe américain par excellence. Pas seulement pour les sports mécaniques, mais aussi beaucoup pour le cinéma et tout simplement pour le phénomène naturel qu'il est. Cette gigantesque étendue est une plaine de 260 km², couverte de sel. Elle provient de l'évaporation de l'ancien lac Bonneville, survenu après la dernière glaciation. C'est la plus vaste à l'ouest du Grand Lac Salé, et l'épaisseur du sel peut parfois atteindre 1,8 m. Son architecture exceptionnelle poussa de nombreux allumés à réaliser parmi les plus grands records de vitesse de l'histoire. Aussi, plusieurs films ont été tournés sur ce salar, dont des passages de Tree of Life, Burt Munro, d'Independence Day et Pirates des Caraïbes, rien que ça. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas à mon tour de poser mes roues et de goûter un peu à l'histoire ? C'était tellement invraisemblable que je n'arrivais pas à me rendre compte de notre chance d'être là. Tu trouves pas qu'il y a un truc très bizarre dans cette ville? Lequel? Regarde bien. Réfléchis. Il y a des maisons et pas de voitures devant? Non. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé dans cette ville qui s'appelle Nephi. Et on n'a pas vu un McDo. Quoi qu'il en soit, après 3 heures de route, nous finîmes par arriver au très modeste Safari Motel, avec une très longue journée qui nous attend demain direction Las Vegas. Avant de prendre la route vers le sud, le temps de faire le plein et de prendre un café, on a rencontré un couple de retraités. Très sympathiques et plutôt intéressés par le monde hors des USA, ils avaient plaisir à nous raconter leur voyage. Ah ouais, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Le fait que je sois français a été depuis le début du voyage un véritable passe-partout. À chaque fois que je dis « I'm from Paris, France », les yeux s'ouvrent quasi automatiquement et je sens vraiment qu'on est bien vu et bienvenu. Et ça, il faut se rendre compte que c'est vraiment une chance. Mais, quoi qu'il en soit, ils nous ont fortement conseillé d'aller voir Bryce Canyon, qui selon leurs mots serait à côté. Mais aux États-Unis, on commence à savoir ce que ça veut dire, à côté. Alors, c'est parti pour seulement 3 heures de route. Regarde ça! On dirait un plateau, une steppe, tu vois. Une steppe couronnée de montagnes. Oh la vache! Ça oscille entre platitude et des chaînes de montagnes. On n'a vraiment pas d'équivalent chez nous, hein. J'ai bien l'impression. Oh la vache! Ma montre affichait en permanence notre altitude. Il était particulièrement étonnant de constater à quel point nous étions en hauteur, alors que la platitude du paysage nous laissait penser tout le contraire. Et on est à 2000 mètres d'altitude, c'est hallucinant. Chez nous, grimper est indissociable des virages.
et je découvrais qu'ici, les espaces étant tellement grands, il était possible de prendre plusieurs centaines de mètres d'altitude et toucher les cieux par des routes parfaitement droites. Oh là là, on est plus haut que le Mont Ventoux. C'est ça qu'il faut se dire, c'est impressionnant. Les premiers explorateurs européens parviennent au sud de l'Utah à la fin du XVIIIe siècle et les premiers colons, des Mormons, s'y installèrent à la fin du XIXe. Incroyable. Tous les qualificatifs sont bons. C'est un truc de fou. C'est à la suite du travail du charpentier Ebenezer Bryce qu'il effectua dans la région que cette petite communauté nomma le lieu Bryce Canyon. On est à 7000 pieds, soit presque 2400 mètres d'altitude. Il faut dire que parfois la nature nous fait d'impressionnantes offrandes. Oh, oh la vache, oh la vache, oh le truc de fou. C'est un truc de malade. Et tu sais quoi? Quoi? Il est 19h22. Ouais. Et on va arriver à 21h49. T'es pas un peu naze en calcul? Bah, je crois qu'on va reculer d'une heure. On va changer de fuseau horaire, j'ai bien l'impression. Las Vegas. Oh putain, ouais. Il y a 1 heure de moins. Et ouais, Ok, c'est pas mal, non? on a fait un détour et on arrivera dans la nuit. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On va y aller. Quoi? Commence pas à calculer des trucs. On va y aller, puis on verra. D'accord? Prenons ça comme un coup de pouce. Ah ouais, vraiment. On a bien fait d'écouter les conseils de ce couple. Moi, je suis content. Tu vois? J'ai encore un peu de mal à y croire, mais malgré la nuit tombée, on part en direction de Las Vegas. Et on a 400 km à faire, alors il va pas falloir traîner. 4 heures de route. On a pour arriver jusqu'à Las Vegas. C'est... On s'en souviendra longtemps. Bizarrement, au bout de quelques heures, on a senti des changements d'altitude très réguliers. On passait en quelques instants d'une cuvette à l'autre, mais le plus déstabilisant étaient les changements de température manifestes en fonction de ces changements d'altitude très rapides. Ma montre indiquait des écarts de plus de 10 degrés en l'espace de quelques minutes. Multipliez ces changements par 10 et ça devient très vite désagréable, voire ça donne la nausée. Et puis, au bout d'un moment, on a fini par apercevoir la ville la plus lumineuse, la plus excessive, la plus questionnante et probablement la plus insensée de toute la planète. Nous arrivons de nuit aux portes de Las Vegas. Ah, je voulais que tu allumes les caméras parce que regarde en face de nous. Ça ressemble très fortement à Las Vegas. On va vers l'argent parce qu'on veut tous devenir riches. Parce que évidemment l'argent fait le bonheur. Et on veut tous le bonheur. T'as vu, c'est fou, hein? Sur les abords de Las Vegas, toute cette pauvreté,
Tous ces sans domicile fixe. Oh, m'emmerde pas avec tes pauvres, regarde, moi je veux de la thune. Regarde ça, mec. Oh putain, c'est délirant. C'est par hasard, en 1829, qu'un voyageur nommé Rafael Rivera découvrit au milieu de l'immense désert du Nevada une oasis qu'il nomma Las Vegas, qui signifie tout simplement les vallées fertiles. Fondée par un groupe de Mormons en 1855, Las Vegas deviendra au début du XXe siècle une bourgade agricole. Mais c'est principalement grâce aux lois particulièrement libérales en matière de jeux de l'État du Nevada que la ville acquiert une renommée mondiale pour ses casinos. L'explosion de nombreux business crée un nombre d'opportunités sans pareil et rapidement, tout le monde a voulu sa part du gâteau. Entrepreneurs, businessmen, investisseurs, parmi lesquels se cachaient parfois même des personnalités du crime organisé de la côte telles que Bugsy Siegel ou Meyer Lansky. Ainsi, dans les années 40 à 70, la mafia américaine s'est retrouvée à la tête de millions de dollars issus soit des caisses de retraite, soit des trafics. Des sommes qu'il fallait absolument blanchir ou faire fructifier, et si possible les deux en même temps. L'option casino a été très vite retenue. Tout se fait en liquide et dans des proportions telles que la comptabilité était une simple affaire de souplesse. Et s'il y a un film à retenir qui illustre très bien cette époque, c'est Casino de Martin Scorsese, qui retrace la passionnante ascension et la chute de Sam Rothstein, joué par Robert De Niro, simple type propulsé au rang de directeur du Tangiers par la mafia de Chicago, avec pour mission de blanchir des millions de dollars. Et bien évidemment, ça ne finit pas très bien. Mec, regarde où on passe. C'est absolument ridicule. Regarde ce sketch. Avec des limousines. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Bah non, mais il dit de passer par là. Ah bon? Bah oui. Pour être très sincère, une fois l'excitation de la découverte étant passée, on n'a pas vraiment saisi le sens de tout ça. C'est pour pouvoir faire demi-tour. C'est plus élégant. Ah franchement, c'est joli Las Vegas, hein? Franchement, je dois dire que c'est joli, hein. Moi j'aime bien. Les gens ils sont gentils. Tout était poussé à son paroxysme. On avait l'impression d'être dans une fête foraine permanente au sourire triste. Mais bizarrement, à travers tout ça, à travers cette folie, on a fini par être totalement fasciné par cette inutilité. Probablement que l'Amérique c'est aussi un peu ça. Complètement exténué, on finira par trouver un motel à 140 $, le moins cher de la ville. Odeur de tabac froid et taches de sang au sol, on avait clairement eu les restes. Le standing était très élevé et mon cynisme, lui, était total. Sans aucun doute, pour le pire et pour le meilleur, on était à Las Vegas. Ce qui est génial ici, c'est que les routes sont immenses, il n'y a personne, et elles sont toutes droites. C'est là... Je sais même pas où on s'arrête, mec. Eh bien, tu vois, là je vois le tout premier panneau vers Los Angeles. Et ça va pas être la porte à côté. Il y a 7 ou 8 heures de route, je crois. C'est comme si tu faisais Paris-Marseille, quoi. Et encore que, il y a moins de route entre Paris et Marseille. Ça me fait quelque chose, quand même. Bah surtout Los Angeles avec à côté un palmier. Ça fait très déjà vu. Ah, tout de suite... Cinéma. Tout de suite, c'est contextualisé. Voilà. Malgré les paysages incroyables, je ne pouvais m'empêcher de penser que Vincent venait d'enterrer son grand-père. Il était pudique, il n'en parlait pas. Probablement une façon de se protéger. Mais bon, c'est probablement bien comme ça. I can see her through the pines. Back when all us boys were trying,
to make sense of all these strings. I can see her in the corner, singing along to all our crazy dreams. So I will follow you to Virgie, although it hurts me so. Mais alors que nous étions sur la route pour le Grand Canyon, quelque chose sur le chemin va venir changer nos plans. Putain, ah ouais.